Donc, conférence RSD, donc c'est conférence retour sur le durable, juste un peu de bref historique. Donc, ce sont des conférences qui sont co-organisées par Ecopolis et l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Ce sont des conférences qui sont co-construites dans le cadre d'un groupe de travail transition écologie avec des élus de l'Ordre des architectes. Donc, le but, c'est qu'on se réunit plusieurs fois par an et l'idée, c'est de travailler sur le cycle à suivre, déterminer la thématique et éventuellement les différents rendez-vous, les pistes d'intervenants, etc. Ce soir, donc la conférence de ce soir est animée par, côté Ordre des architectes, c'est Rémi Doucet, qui est architecte et vice-président du CRAIF, qui fera l'animation à mes côtés. Il vous salue d'une main. Et moi-même, donc moi je suis Brigitte Fernandez, je suis responsable du pôle ressources et formation chez Ecopolis. Je vous présente rapidement, on en reparlera tout à l'heure, mais ce soir, donc, nous avons 2 retours d'expérience. Le premier, ce sera Erika Maillot du GIP Maximilien qui vous présentera une intervention sur comment amplifier les dispositifs d'insertion professionnelle via les marchés publics. Et l'association Terre de Femmes, présentée ici par Maëlia Fadiga et Margot Blanchet, qui vous feront une présentation sur la construction en terre crue et comment remobiliser des femmes réfugiées vers l'insertion sociale et professionnelle. Notez déjà, au cas où vous ne resterez pas jusqu'au bout, le prochain rendez-vous aura lieu le lundi 11 avril et sera dédié à construire avec le vivant. Voilà, on vous en dira plus bientôt. On finalise en fait la construction de cette soirée et puis on va bientôt communiquer. Donc, vous aurez plus d'éléments prochainement. Alors, je vous fais juste une présentation rapide sur Ecopolis, que je sais que vous êtes à peu près tous des aficionados des soirées retour sur le durable. Donc, vous avez dû voir cette présentation 50 000 fois, mais quand même, pour les nouveaux, on va faire vite. Donc, Ecopolis, c'est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable. On est une association qui compte aujourd'hui 130 adhérents et une équipe de 15 personnes qui s'agrandit au fil des mois et des années. C'est une équipe pluridisciplinaire avec des architectes, ingénieurs, urbanistes. Voilà. Et c'est surtout une communauté de plusieurs milliers de professionnels du bâtiment et de l'aménagement en Île-de-France. Notre objectif, c'est d'aider à la montée en compétence des professionnels sur les questions de l'aménagement et de la construction durable et de contribuer ainsi au développement soutenable en fait, de la société. Donc, une petite slide pour se présenter qui nous tiennent. On a des partenaires historiques, que ce soit l'ADEME, les services de l'État, l'Ordre des architectes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait partie, qu'on co-organise ces soirées, les CAU Île-de-France. Et puis après, on a des partenaires spécifiques en fonction des actions qu'on mène, sachant qu'on a développé des actions ciblées sur la santé et urbanisme. Donc, aujourd'hui, on est accompagné par l'Agence régionale de santé sur ces questions-là, et tout comme des partenariats avec la région Île-de-France, par exemple, sur les questions d'économie circulaire. Ecopolis n'est pas seul, il fait partie d'un réseau, de plusieurs réseaux, mais en particulier du réseau Bâtiment Durable, qui est un réseau piloté par le plan Bâtiment Durable et l'ADEME, et Ecopolis est le maillon francilien de ce réseau qui regroupe à peu près 23 clusters ou centres de ressources. Nos 4 missions essentielles à garder en tête, donc Ecopolis informe, donc on a un centre de ressources et tout ça se traduit aussi au travers de notre site internet qui est vraiment notre vitrine et notre centre de ressources dans lequel on va relayer des infos du réseau, produire nous-mêmes du contenu et voilà qui est vraiment la façon dont on communique le plus. Ecopolis forme, donc on forme parce qu'on est organisme de formation officiel. Ah, il y a un petit, je ne sais pas si je suis la seule à voir ça, mais il y a quelque chose qui s'affiche sur mon écran. Bon, bref, c'est peut-être que de mon côté. Ecopolis donc forme, organise de formation, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Ecopolis accompagne des projets. Alors là, on est dans une fonction un peu plus opérationnelle. On accompagne des projets dans une démarche qui s'appelle Quartier Bâtiment Durable Francilien. Là, pareil, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est un accompagnement dans la durée de projets d'aménagement ou de construction. Ecopolis anime, alors ça c'est un peu la mission transversale, Ecopolis anime bien tous ces professionnels, vous, d'autres professionnels de l'aménagement et de la construction, au travers d'événements, de visites, de groupes de travail. Alors, organisme de formation, je mets un peu l'accent là-dessus. On a un organisme de formation Calliope et là, on vient travailler justement sur le développement d'un catalogue de formation.
Donc, on travaille aussi bien sur les matériaux biosourcés, la gestion des eaux de pluie, l'économie circulaire, la rénovation. Donc, voilà, je vous mettrai des petits liens dans le chat, là, si vous voulez en savoir plus. Sachez que je vous mettrai aussi, je vais vous parler de l'actualité là prochainement, mais voilà, on a pas mal de formations proposées cette année et sur lesquelles voilà, vous êtes invités à vous inscrire si ces formats et ces dates vous conviennent. Et donc, la démarche quartier bâtiment durable francilien, juste quelques éléments. C'est un cadre de travail basé sur 3 piliers. Le premier, c'est l'accompagnement depuis la programmation jusqu'à 2 ans après l'exploitation des projets, donc un accompagnement long. C'est une évaluation multicritère qui valorise la cohérence globale de l'opération. L'idée, ce n'est pas de cocher des critères et d'avoir des points, mais c'est aussi de valoriser justement le fait que vous poussiez à vous poser les bonnes questions par rapport à vos projets et que ce soit vraiment la cohérence globale, pas le dire autrement, du projet qui est valorisé. Et c'est un lieu d'échange entre professionnels engagés dans le bâtiment durable. C'est comment se fait ce lieu d'échange à la fois à l'échelle de l'équipe du projet, mais aussi au travers de commissions publiques, parce que ça fait partie de la démarche. Il y a des commissions d'évaluation des projets. Et cette évaluation publique, il y a des membres de commission, l'équipe qui présente son projet à différentes phases. Et l'idée, c'est aussi d'une certaine manière de mettre au pot commun ces données, ces retours d'expérience et d'échanger autour de ces projets. Et en 2021, quelques chiffres, c'était la démarche quartier bâtiment durable francilien, c'était 100 opérations. C'est 2/3 de maîtrise d'ouvrage public et que ce soit en construction ou en réhabilitation et quelle que soit la taille du projet. Si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas pour en savoir plus sur notre site, c'est ecopolis.fr. Et si vous êtes intéressé par la démarche bâtiment durable et que vous voulez en savoir plus, vous pourrez contacter notre collègue Sarah Lafitte, qui est chargée de développement au sein d'Ecopolis. Pareil, je vais vous mettre toutes ces infos dans le chat juste après. Donc l'agenda, je terminerai là-dessus. L'agenda de l'Ecopolis à venir. Excusez-moi, je fais une petite pause parce que est-ce que je suis la seule à voir des traits verts qui s'affichent sur ma présentation? Non, non, ils sont là. Vous le voyez aussi? D'accord. Je ne sais pas, il y a un petit... J'espère que ce n'est pas moi qui crée ça sans le vouloir sur ma présentation. Enfin, on verra. J'ai l'impression que quelqu'un s'amuse à dessiner sur mon PowerPoint. Bon, on aura tout vu, décidément. Donc, l'agenda... les activités, démarche quartier bâtiment durable francilien à venir. Donc, si vous êtes curieux, vous n'avez jamais entendu parler de la démarche BDF et vous voulez savoir un peu comment ça marche, rien de mieux qu'une commission. Hein. C'est des commissions en visio, oui, la prochaine est encore en visio, donc vous pouvez vous inscrire et suivre ça et voir des projets intéressants en cours. Donc, la prochaine est le 17 mars. Je vous ai mis le calendrier, il y en a une à peu près tous les 1 mois, tous les 1 mois et demi. Il y a aussi une formation BDF parce que ça fait partie du process en fait pour devenir soit accompagnateur dans la démarche, soit pour en savoir plus en fait, pour savoir comment ça fonctionne. Donc vous avez des formations qui arrivent à peu près tous les mois aussi sur ce sujet-là. Et sinon, la grosse actu, c'est quand même, je vous le disais tout à l'heure, voilà, on a pas mal de formations qui sont des nouveautés et des rééditions, dont voilà, une formation sur le réemploi, sur la gestion des eaux de pluie et sur le bâtiment biosourcé en Ile-de-France, et 3 jours en partenariat avec Haribati. Et celle sur l'économie circulaire est en partenariat avec Bellastock et Grand 8, donc Clara Cimet de l'agence Grand 8. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc voilà, je pense que je vais laisser la main à Rémi Doucet qui va faire une rapide introduction, vous parler de l'ordre et puis ensuite on passera aux interventions. Tu me dis Rémi si tu veux que j'enlève le partage d'écran. Non, je n'ai rien à partager. Je vais juste vous présenter très rapidement l'ordre des architectes d'Île-de-France. Donc, c'est mission et action. Hein, j'ai tout simplement, je suis sur le site de l'ordre parce que c'est très bien expliqué. Donc, l'ordre des architectes est un organisme de droit privé en charge de mission de service public conférée par la loi de l'architecture du 3 janvier 1977. Et d'important, donc il garantit à la société le respect de l'intérêt public de l'architecture. Donc ça, c'est très important. On n'est pas une corporation, on n'est pas là pour défendre les professionnels, mais on est là pour défendre, c'est les conseillers, on est là pour défendre l'architecture.
et donc l'intérêt général de l'architecture. On est placé, donc les architectes sont placés sous la tutelle du ministère de la Culture. Le Conseil national, il se compose donc d'un conseil national de 17 conseillers et de conseils régionaux. Le Conseil d'Île-de-France donc, est constitué de 30 conseillers régionaux qui sont élus pour 6 ans et qui sont renouvelés tous les 3 ans par la moitié de l'Assemblée et renouvelés tous les 3 ans. Moi-même, j'ai été élu l'an dernier, donc je vais bientôt fêter mes 1 an, et je suis donc encore élu pour ma mandature va durer encore 5 ans. Donc j'ai été élu aussi vice-président, donc en charge de la transition écologique. Donc on assure cette mission d'intérêt général de l'architecture. Nous sommes le conseil, les conseils régionaux et nationaux sont effectivement fonctionnent grâce aux cotisations des adhérents que vous connaissez. Ces cotisations, ensuite, la comptabilité est contrôlée par un contrôleur d'État. Donc, les cotisations deviennent de l'argent public puisqu'il y a ce contrôle d'État. Même si c'est une association de loi 1901, une association de droit privé, il y a quand même un contrôle d'État. Donc, ça devient finalement une sorte d'entité parapublique, hein, comme, voilà, comme d'autres. Donc, les 2 missions de l'Ordre des architectes franciliens et régionaux et nationaux, les missions régaliennes, donc contrôler et réguler la profession, donc c'est la première partie, c'est la tenue du tableau, c'est s'assurer des règles d'inscription à l'ordre. Vous êtes tous inscrits ou pas à l'ordre, mais vous êtes les bienvenus si vous voulez vous inscrire. Il faut être diplômé HMO-MP maintenant ou DPLG avant, ou avoir une équivalence. Ou alors, il y a un autre mode d'inscription si vous n'êtes pas destiné, si vous n'exercez pas en maîtrise d'œuvre. Il y a aussi un autre mode d'exercice de la profession qui est moins connu, mais il y a un débat actuellement là-dessus, justement, sur ce qu'on appelle l'ouverture du tableau. Donc, il y a cette partie gestion du tableau, la partie respect des règles déontologiques, donc à la fois entre consoeurs et confrères et à tous les niveaux. Il y a il y a un code de la déontologie et on s'assure que les architectes respectent ce code. Donc, il y a un contrôle aussi des modalités d'exercice, notamment l'assurance, qui protège tout le monde, le public, comme les architectes. On contrôle aussi maintenant les formations, puisque la formation est obligatoire depuis plusieurs années, et les contrôles vont être de plus en plus rigoureux dans les mois qui viennent, avec un site internet qui est maintenant opérationnel, qui ne l'était pas jusqu'à maintenant et qui maintenant l'est tout à fait. Donc, vous pouvez à la fois inscrire vous loguer avec vos comptes personnels et faire remonter vos informations personnelles, identifier vos formations et nous, on permet ensuite de les contrôler. Éventuellement, donc c'est tout vous verrez sur le site, faire un certain nombre d'heures de formation par période de 3 ans. Je crois il y a des formations, il y a plusieurs types de formations. Vous verrez sur le site, je n'ai pas mes notes sous les yeux là. Il y a aussi un rôle de conciliation vous pouvez avoir droit à des conciliations entre architectes et clients ou confrères. Ça arrive souvent et c'est des conciliations qui se font à l'ordre et qui permettent d'éviter d'arriver en contentieux bien souvent ou parfois, malheureusement, quand ça aboutit à un contentieux, ça permet au juge d'avoir l'avis des architectes et du conseil de l'ordre sur le conflit. Donc voilà pour la partie régalienne. Il y a une partie ensuite plus politique qui est la représentation de l'architecture au sein des instances, des institutions, qu'elles soient publiques, comme l'État, les collectivités ou les élus locaux, ou privées, quelles qu'elles soient, toutes les interprofessions, la FFB, la CAPEB, comme toutes les institutions. On en découvre un peu tous les jours. Moi-même, depuis 1 an que je suis à l'ordre, j'en découvre encore de nouvelles. Il y a la MAF, il y a l'AQC, voilà, beaucoup d'acronymes.
et on représente les architectes dans toutes ces institutions. Et à chaque fois, on défend l'intérêt public de l'architecture. Et c'est un rôle plus de conseil, en fait, de représentation et de conseil. Et on essaie de faire avancer la cause de l'architecture. En ce qui me concerne, je vais plutôt intervenir sur les sujets de transition écologique, notamment sur les matériaux biosourcés et la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, qui sont deux gros sujets actuellement. Et mercredi, toute la journée, on organise d'ailleurs à ce titre un grand séminaire sur la rénovation thermique avec toute la journée. Et on invite notamment Negawatt à une table ronde le soir, Thierry Riser, et une sénatrice rapporteuse du plan climat-énergie. Donc, c'est mercredi et vous pouvez encore vous inscrire en ligne. Il reste quelques places le matin et le soir. Je crois que l'après-midi, c'est déjà, les exemples sont déjà, mais il faut quand même insister. On me dit qu'il y a des places qui ont été rouvertes. Voilà donc pour ce rôle de conseil qui est passionnant. Et donc, c'est au sein c'est dans le cadre de cette mission que le groupe de travail donc, Transition écologique co-organise avec Ecopolis ce cycle de conférences Retour sur le durable. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je laisse la parole à nos invités. Merci. Du coup, je vais arrêter le partage et laisser la main au GIP Maximilien, à Erika Maillot. C'est à vous. J'espère que tout le monde, vous voyez bien mon écran. Oui, pour moi, ça s'affiche très bien. Ok, très bien. Bon, bonsoir à tous. Je suis ravie d'intervenir dans cette soirée pour parler de l'achat socialement responsable. Donc, je suis Erika Maillot, je suis chargée de mission au sein de la mission d'appui au développement des clauses sociales, la MAX, qui est rattachée au GIP Maximilien. Donc, je vous présenterai le GIP Maximilien et la structure qui est rattachée, donc la MAX. Ensuite, un petit focus sur la commande publique socialement responsable. Et puis, j'illustrerai mes propos par l'Agence nationale de rénovation urbaine, donc l'ANRU, qui doit être connu de vous tous. C'est un bel exemple à la fois qui associe à la fois l'environnement dans la commande publique et le social. Donc, le GIP Maximilien, donc je serai assez brève, a été initié par la région Île-de-France en 2013 pour être créé en 2014 dans le cadre de la dématérialisation de la commande publique. Le GIP Maximilien, c'est trois choses. D'une part, c'est faciliter l'accès à la commande publique aux TPE-PME, donc via un seul site web, de faire en sorte que les entreprises puissent avoir une vision, un accès au marché public à partir d'un seul site, puisqu'il y a énormément de sites qui existent. C'est également optimiser la chaîne des achats via le déploiement d'usages numériques et la prise en compte, bien évidemment, du développement durable, puisque le GIP Maximilien porte deux structures qui sont ELAMAX, alors c'est des acronymes, ELAMAPS, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, et nous sommes le réseau francilien des achats responsables. Donc, le réseau des achats responsables, il repose sur les trois piliers du développement durable que sont l'économique, l'environnement et le social. Donc, l'économique, c'est d'accompagner et les entreprises et les acheteurs publics dans la commande publique. Donc, l'acheteur qui va publier son marché et l'entreprise qui va répondre au marché. Et on a, donc ça c'est au niveau, je dirais, du GIP, et on a au niveau du développement durable deux structures qui ont été créées, donc la MAX qui a été créée en 2016 et la MAPS, la mission d'accompagnement aux achats publics circulaires et environnementaux, donc là qui va accompagner les acheteurs sur vraiment le volet environnement, qui a été créé en mars 2021.
Donc là, pour ce qui nous intéresse, moi, je suis rattachée donc, à la MAX, à la mission d'appui au développement clause sociale, qui représente donc, le volet social de la commande publique. Donc nous, la MAPS, qui est la MAX, qui est rattachée qui appartient au GIP Maximilien. Donc, nous sommes deux. Donc, il y a Louise Vidal, qui est la chef de projet, et moi-même, qui suis chargée de mission, qui ai rejoint cette structure en début d'année. Donc, l'objectif de cette entité, c'est vraiment de développer les clauses sociales au sein des marchés publics franciliens, nous, on intervient au niveau Île-de-France, donc au niveau régional. Donc, notre première mission, c'est de faire en sorte qu'on n'est pas facilitateur. Nous sommes une structure qui allons donc à ce titre mobiliser et coordonner les acteurs de la commande publique. En fait, tout l'écosystème francilien de la commande publique et de l'insertion. Donc, mobiliser toutes ces parties prenantes et les coordonner pour faire en sorte que la commande publique responsable, la commande publique socialement responsable se développe. Et on a également une troisième mission, la MAX, donc développer les clauses sociales, mobiliser, coordonner tout l'écosystème francilien de la commande publique et de l'insertion. Et puis, on a un observatoire de la clause sociale, donc c'est de faire connaître et de valoriser les clauses sociales qui sont développées, qui sont mises en œuvre sur le territoire francilien. Donc voilà, ça, ce sont les trois missions de la MAX. Donc là, je vais revenir un petit peu là, sur la commande publique socialement responsable. Je ne vais pas parler du côté environnemental qui est porté par cette nouvelle structure au sein du GIP qui est la MAPS, qui a été créée en 2021. Là, moi, je suis rattachée au volet social. Donc, je trouve que c'est un sujet, la commande publique socialement responsable, qui a vraiment évolué énormément depuis une trentaine d'années. Je trouvais que c'était assez intéressant de faire un petit focus sur la genèse de ce qu'on appelle maintenant la clause sociale, je pense, qui est connue de tous. En tout cas, les personnes qui sont amenées soit à publier des marchés publics, soit à répondre à des marchés publics. Et donc, c'est un dispositif qui est né dans les années 90, quand a commencé à apparaître un chômage assez important. Et c'est là où la commande publique, en fait, est devenue un levier d'insertion pour l'emploi. Donc, dans un premier temps, juridiquement, ça a été mis en place par le biais de circulaires. Et on demandait aux entreprises, alors principalement de travaux, de BTP, de réserver un volume d'heures au public éloigné de l'emploi quand elles étaient titulaires de marchés publics. Donc, c'est là où ça a commencé à être, en fait, du donnant-donnant. L'acheteur public confie à une entreprise privée un marché et en contrepartie va lui demander de faire des efforts en termes d'emploi de public demandeurs d'emploi. Donc, voilà, de 90 à 2006, je dirais, les choses ont... Voilà, dans les marchés publics, il y avait régulièrement cette obligation qui figurait. Et puis, ça a évolué jusqu'à rentrer dans le Code des marchés publics au travers de l'article 14, qui, en 2006, spécifiait que les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte des objectifs de développement durable en conciliant le développement économique, la protection et la mise en œuvre de l'environnement et le progrès social. Donc, c'est là où, dans les marchés publics, on a commencé à parler de l'article 14. Une entreprise qui répondait à un marché, souvent avait cet article et donc se matérialisait par un volume d'heures d'insertion. Donc, l'entreprise qui soumissionnait au marché, si elle était retenue, s'engageait à réserver une part des heures générées par le marché à la réalisation d'une obligation, d'une action d'insertion. Donc ça, c'était en 2006.
Donc, voilà, la clause sociale qui commence à rentrer dans le code des marchés publics. Et ensuite, avec la réforme du code des marchés publics, qui est devenu en 2019 le code de la commande publique, je dirais que cette obligation s'est renforcée. Puisque là, maintenant, l'acheteur, alors ça reste une obligation de moyens, mais il doit néanmoins, lorsqu'il détermine la nature et l'étendue de ses besoins, donc au niveau de la définition de son besoin quand il rédige un marché, l'acheteur doit prendre en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc là, on en revient à nos 3 piliers du développement durable, que sont l'économique, le social et l'environnemental. Donc, comme je disais, c'est une obligation de moyens. Maintenant, il n'a pas une obligation, il doit s'interroger. Voilà. Maintenant, s'il devait y avoir un contentieux, il doit prouver qu'il s'est posé la question de la prise en compte, quand il a défini son besoin, des objectifs de développement durable dans ces 3 dimensions. Et donc, avec... voilà, tout récemment, avec la loi climat et résilience du 22 août 2021, qui est issue de la Convention citoyenne, il y a de nouvelles obligations qui vont peser sur l'acheteur, et bien évidemment que l'acheteur va faire peser sur les entreprises qui vont répondre à ces marchés. Donc, cette loi du 22 août 2021 entrera en vigueur en août 2026. Donc là, il y a une série de décrets d'application qui sont votés et qui fixent de nouvelles obligations à l'acheteur, comme je vous le disais. Donc, 4 obligations. Donc, maintenant, l'acheteur devra prendre en compte le développement durable dans les spécifications techniques. Il devra prendre en compte des considérations sociales dans les conditions d'exécution de ces marchés. Donc là, c'est plus juste une interrogation au niveau du besoin. Il doit prendre ces considérations quand il va rédiger son marché. Une nouveauté, c'est qu'il devra prendre en compte des caractéristiques environnementales des offres dans les critères d'attribution. C'est-à-dire que maintenant, les marchés, voilà, quand un marché est attribué, il y a, c'est le critère du prix qui est pris en compte, le critère technique, et parfois il y a un critère, une dimension environnementale au sens large qui est prise en compte pour la notation des offres. Là maintenant, ça va être une obligation dans les critères d'attribution de prendre en compte une dimension, un critère environnemental sur lequel les entreprises seront évaluées. Et puis, de prendre en compte l'environnement dans les conditions d'exécution des marchés. Donc là, ça renforce, on a passé une étape supplémentaire qui est confirmée par le lancement du plan national pour les achats durables, donc sur la période 2022-2025, qui est porté par le Commissariat général au développement durable, lui-même étant rattaché au ministère de la Transition écologique. Donc, en fait, ça, c'est le 3e PNAD qui fixe des obligations de disposition et environnementales et sociales dans les marchés que passe l'acheteur public. Donc là, d'ici 2025, on est passé vraiment à une dimension supérieure. 100% des contrats de la commande publique notifiés au cours d'une année devront comprendre une disposition environnementale, et 30% des contrats notifiés au cours d'une année devront comprendre une disposition sociale. Donc là, depuis entre 1990 et puis 2021, on est passé vraiment, il y a vraiment une évolution qui est considérable en termes de prise en compte et du social et de l'environnemental dans les marchés publics. Alors, comment cette commande publique socialement responsable est mise en œuvre dans les marchés? Et donc, pour l'acheteur et pour l'entreprise titulaire par ricochet, il y a, je dirais, 3 modalités pour mettre en œuvre la clause sociale, en tout cas le volet social dans un marché public. Donc, le premier, je dirais, niveau qui est le plus connu, c'est la condition d'exécution. Donc, c'est la clause sociale comme condition d'exécution. Donc, c'est une clause un article qui fait partie du marché public. Et quand l'entreprise répond au marché public,
elle s'engage de facto à remplir cette obligation, au même titre qu'une autre clause du contrat. Donc, généralement, il y a un calcul qui est fait et c'est un volume d'heures qui est défini dans le marché. Donc, s'il y a eu un calcul que le marché, je sais pas, il était prévu qu'il avait 200 000 heures, eh bien, à 5%, généralement, c'est une règle de 5% qui va être réservée à des publics éloignés de l'emploi. Ça peut être également une clause sociale comme critère d'attribution. Donc, c'est quand l'entreprise qui répond au marché, elle sera évaluée comme sur le volet technique ou le prix, elle sera notée sur son engagement social dans l'exécution du marché. Ensuite, ça peut être également un marché d'insertion qui porte... qui répond à au volet social de la commande publique. C'est-à-dire que l'acheteur va passer un marché d'insertion et il va trouver, un support économique. Donc, ça peut être un marché de travaux, ça peut être un marché d'espace vert, ça peut être un marché de nettoyage. Mais avant tout, c'est un marché d'insertion. Alors, il y a également les marchés réservés, soit au secteur du handicap, soit au secteur de l'insertion par l'activité économique. Donc, ça ne peut pas être l'entreprise classique qui répond, mais une entreprise de ce secteur d'activité. Et puis, il y a depuis la loi de 2014, loi ESS, économie sociale et solidaire, il y a des marchés qui peuvent être réservés à l'économie sociale et solidaire, sachant que le handicap et l'IAE font partie de l'ESS. Voilà, donc ça, c'est une façon pour l'acheteur de mettre en œuvre son obligation d'achat socialement responsable. Alors, comment ensuite est mise en œuvre cette obligation par les entreprises? Donc, le public, le panel est assez large du public. Alors, ce sont des personnes, ce qu'on dit régulièrement, qui rencontrent des difficultés sociales et ou professionnelles. Donc, ce sont des demandeurs d'emploi de longue durée, ce sont des personnes en situation de handicap, ce sont des jeunes sortis du système scolaire sans qualification, ce sont des personnes, des seniors, donc à partir de 50 ans, ce sont des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Voilà, toute une liste de publics qui ont des difficultés à trouver un emploi. Et souvent, alors voilà, malheureusement, quand ces personnes cochent une case, elles peuvent en cocher plus. Voilà, les personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, malheureusement, sont aussi, personnes, pas toujours, mais peuvent être en situation de handicap. Voilà, des jeunes sans qualification, voilà. Le quartier fait aussi l'origine sociale, fait que on va retrouver un taux de chômage important. Donc voilà, c'est des personnes qui vont cocher malheureusement souvent plusieurs cases. Et l'entreprise, elle a 3 modalités pour réaliser son obligation. Donc, soit elle fait de l'embauche directe, donc soit elle embauche en CDD, en CDI, voire en alternance, donc en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ou elle peut avoir recours à la mise à disposition. Donc, souvent dans les marchés de travaux, c'est de faire appel à une entreprise de travail temporaire, soit tout court, soit d'insertion. Soit elle peut faire appel à de la sous-traitance, en sous-traitant son obligation à une structure de l'insertion ou du handicap. Donc là, souvent, c'est quelque chose d'un petit peu plus lourd parce que ça va demander, si on est dans de la sous-traitance, un DC4 auprès du donneur d'ordre. Et alors voilà, si l'obligation de l'entreprise, du titulaire du marché n'est pas respectée, il y a des pénalités, comme pour les autres clauses du marché, pénalités pour non-réalisation de l'obligation d'insertion. Donc, généralement, voilà, il y a dans les marchés, ce qui fait la transition avec la suite, le donneur d'ordre n'est pas seul pour réaliser son obligation. Il est accompagné par ce qu'on appelle un facilitateur qui est là pour intervenir à 3 niveaux, en amont de l'attribution du marché, pendant le marché et puis en aval du marché. Donc, en amont de l'attribution du marché, ce n'est pas de mettre de la clause sociale à tout va dans les marchés, sachant que l'obligation sera difficilement réalisable, elle va le mettre en difficulté
l'entreprise, l'acheteur, il va s'engager dans son marché à mettre une clause sociale et puis finalement, ce n'est pas du tout réalisable parce que le marché n'a pas du tout de main-d'œuvre, il n'y a pas beaucoup de ressources humaines qui interviennent dans le marché ou bien il n'y a pas de demandeur d'emploi en face. Donc, le facilitateur, il est là pour accompagner en amont l'acheteur pour repérer, voilà, pour dire à l'acheteur, voilà, va repérer les marchés qui sont éligibles à la clause sociale, pour analyser sur le territoire s'il y a des demandeurs d'emploi qui vont pouvoir répondre au marché. Voilà, donc c'est vraiment… et puis, il va accompagner également l'acheteur pour rédiger son marché et puis ce qu'on appelle dans le jargon calibrer le marché. Donc, définir le volume d'heures qui pourra être intégré dans le marché. Donc ça, c'est vraiment en amont. Donc sécuriser et pas mettre de la clause sociale pour mettre de la clause sociale et que ce ne soit pas réalisable. Vraiment, l'idée, c'est que ça profite au territoire et aux demandeurs d'emploi. Ensuite, pendant le marché, c'est de travailler là, avec l'entreprise titulaire pour l'accompagner, pour lui trouver des publics, pour l'accompagner dans la mise en œuvre de la clause. Tout au long du marché et d'assurer le suivi de la clause pendant tout le marché et pas d'attendre si c'est un marché de 4 ans, la 4e année pour dire à l'entreprise voilà, comment vous pouvez réaliser la clause ou si l'entreprise a des difficultés que le facilitateur fasse le lien avec le donneur d'ordre pour voir comment les choses peuvent être résolues et comment elles peuvent être accompagnées. Et puis, en dernier niveau, c'est une fois que le marché est terminé, c'est d'en faire un bilan et de donner à lire de l'effort de chacun, donc aussi bien du donneur d'ordre, l'effort qui a été réalisé sur le territoire, et puis l'entreprise, bien évidemment, de lui donner de la lecture sur son engagement vis-à-vis de la commande publique. Donc voilà, donc le facilitateur est vraiment précieux. Alors, il n'y en a pas… voilà, il y a quand même une très grosse couverture du territoire francilien par les facilitateurs. Et pour illustrer tout ça, je pense que voilà, j'avais trouvé intéressant de parler de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, fameuse ANRU, voilà, qui est un établissement public qui a été créé en 2003. Par Jean-Louis Borloo, qui à l'époque était ministre délégué à la ville. Hein. C'est l'époque où la politique de la ville a pris beaucoup d'ampleur. Donc, c'est un établissement public créé en 2003 qui finance et accompagne tout ce qui est transformation des quartiers politiques de la ville. Donc, en fait, alors, il y a l'ANRU qui est l'agence et qui va porter des programmes. Donc, le premier programme qui a démarré en 2004 qui s'est terminé en 2020 et qui a permis une rénovation de 600 quartiers. Et là, le deuxième programme, alors, qui a déjà démarré en 2014 et qui va jusqu'à 2030, et qui va concerner la rénovation de 450 quartiers. Donc l'ANRU, hein, c'est quand même des budgets considérables, hein, puisque c'est 24 milliards d'euros de budget c'est ce qui va générer 100 milliards d'euros d'investissement, qui va concerner 5 millions d'habitants et donc qui va se déployer pour ce deuxième programme jusqu'en 2030. Donc, ce n'est pas que l'Île-de-France, hein, c'est métropole et hors métropole. Donc, ce sont des chantiers à la fois de démolition et de reconstruction d'immeubles vétustes, de la réhabilitation de logements sociaux, et puis c'est vraiment du réaménagement des quartiers, des territoires au sens large. Il y a de l'installation d'équipements, de commerce, de services, de moyens de transport, de rénovation d'espaces urbains. Et dans ces marchés, la dimension à la fois sociale et environnementale est prise en compte dans les chantiers, ce qu'on appelle les chantiers ANRU, et notamment avec des bonus de financement qui s'appliquent aux opérations dont l'excellence énergétique et environnementale est démontrée. Donc, il y a à la fois, ce qui est intéressant, la dimension environnementale qui est prise en compte dans ces chantiers à la fois de reconstruction et de réhabilitation, et puis la dimension sociale.
Donc, je sais que l'ANRU a mis en place également des carnets de l'innovation. En fait, quand vous allez sur le site de l'ANRU, c'est une mine et il y a énormément de choses au niveau social et environnemental. Alors, ça semble logique, hein, tout ça, ça se tient, que dans les marchés ANRU, il y ait une obligation de clause sociale parce que généralement, les marchés ANRU touchent en plein cœur les publics qui sont éligibles à la clause sociale. Donc, la mise en œuvre de ce second programme concerne donc des quartiers qui sont particulièrement touchés par le chômage et dont voilà, les publics vont avoir des difficultés à trouver un emploi. Donc l'idée est de dire que c'est la mise en œuvre de ces projets doit contribuer également à l'emploi des publics qui habitent dans ces quartiers. Donc, les maîtres d'ouvrage vont s'engager. Alors, il y a différents niveaux d'engagement, mais dans tous les cas, il y a une obligation de réserver au public des quartiers donc, qui sont où il y a soit de la construction, soit de la rénovation. Donc, 5% des heures travaillées dans les marchés doivent bénéficier au public des quartiers pendant la phase travaux. Et 5% ensuite des heures travaillées dans les marchés, ce qu'on appelle ces marchés de gestion urbaine de proximité. Donc, une fois que les travaux sont terminés, que 10% des heures, c'est comme un petit peu dans les marchés de concession, donc 10% des heures doivent être réservées, doivent en tout cas bénéficier au public qui habite dans ces quartiers. Donc, le bilan du premier programme n'est quand même pas négligeable, hein, puisque ce premier programme a généré donc 25 millions d'heures d'insertion et voilà, 63 000 bénéficiaires ont pu travailler grâce, je dirais, à cette obligation d'insertion qui a été introduite dans les marchés des chantiers développé par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc, vraiment un réel impact en termes à la fois de construction, mais également d'emploi dans ces quartiers. Voilà ce que je voulais vous dire sur ma partie. J'espère que je n'ai pas été trop longue, que j'ai été assez claire dans mes propos. Alors, c'était très clair. Et Brigitte, merci beaucoup, Erika. C'est très stimulant. Je crois qu'il y avait une question dans le chat qui était il y avait plusieurs questions qui étaient assez intéressantes. Est-ce qu'il y a une évaluation, donc, concrètement, on se dit, bon, voilà, il y a une politique publique qui est assez ambitieuse. Est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite? Quel retour d'expérience un peu de terrain de cette politique assez vertueuse? Est-ce qu'on peut faire des critiques alors? Oui, non, mais tout à fait. Donc, nous, effectivement, donc, en rencontre, donc, au niveau de la MAC, c'est notre troisième, je dirais, mission, hein, qui est de rendre compte des résultats, en tout cas sur le territoire francilien de la clause sociale, au travers de notre observatoire francilien des clauses sociales. Après, une évaluation politique publique, ça, c'est quelque chose, puisque nous, on a une feuille de route, hein, on est conventionné, on a des financements de l'État. Et donc, dans notre feuille de route jusqu'à 2023, il y a le volet, effectivement, évaluation, au même titre que les politiques publiques au sens large. Donc, tout à fait, c'est quelque chose qu'on va être amené à faire, mais dans le cadre vraiment d'une évaluation politique publique classique. En tout cas, c'est vrai que l'évaluation actuellement, c'est au travers des bilans que vous pouvez trouver les retours. Mais c'est voilà, sur 2020, sur l'Île-de-France, la clause sociale, ça a été 4 millions d'heures d'insertion de réaliser. Donc c'est quand même, ce n'est pas négligeable.
Après, c'est vraiment un levier pour que les publics reviennent à l'emploi, parce que c'est franchement pas quelque chose de naturel. Hein, si ce n'était pas dans la commande publique, c'est vrai que les entreprises n'auraient pas forcément le réflexe d'aller chercher des publics qui sont éloignés de l'emploi. Je crois qu'il y avait une autre question et après peut-être on passera à l'intervention suivante et on gardera un temps à la fin pour éventuellement reprendre des dernières questions. C'était une question qui concernait l'article 14 et savoir qui s'assure en fait que l'article 14 est bien respecté, comment c'est vérifié ou arbitré. Alors maintenant, c'est plus l'article 14, hein, c'est L 2112, je crois, tiret 12, mais c'est la même chose. En fait, c'est le donneur d'ordre, hein, qui va, par l'intermédiaire du facilitateur. Donc, le facilitateur qui, pour le compte du donneur d'ordre, s'assure que l'obligation qui figure au marché au travers de l'article, de l'ex-article 14, est bien respectée. Donc, le facilitateur suit les marchés et fait un reporting régulier au donneur d'ordre pour lui dire, il y a une clause de prévue au marché et les heures de l'entreprise ne respectent pas son obligation. Alors, généralement, maintenant, c'est bien connu des entreprises et si l'entreprise a des difficultés, hein, ce qu'on peut aussi comprendre, c'est d'échanger tout de suite par le biais par l'intermédiaire du facilitateur ou directement avec le donneur d'ordre, hein, d'échanger sur des difficultés en cours de marché pour réaliser cette obligation, bien évidemment, et pas attendre la fin du marché. Il peut y avoir des difficultés diverses et variées, hein. Soit la clause a été mal calibrée, il y a trop d'heures et l'entreprise ne peut pas faire les heures, soit l'entreprise est confrontée à des difficultés économiques, ça peut être, soit elle ne sait pas, comment réaliser, j'ai une clause d'insertion à faire, mais où est-ce que je trouve les publics, comment je fais. Donc les grands groupes, c'est vrai, connaissent la clause, des petites structures sont un petit peu moins au fait de la chose. Très bien, merci Erika. Mais du coup, on va passer la parole. Vous pouvez arrêter le partage de votre écran, comme ça, Maëlia va pouvoir prendre le relais. Tout le monde voit bien mon écran? Pour l'instant, il ne s'affiche pas, mais ça commence à apparaître. Je le vois bien. Bon, ça y est. Okay. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je vais faire la présentation avec Margot Blanchet, qui est conseillère en insertion professionnelle au sein du chantier d'insertion Terre de Femmes. Donc, pour information, moi, je suis arrivée depuis peu, hein, depuis le mois de janvier, en tant que chef de projet du chantier d'insertion. Donc, nous accompagnons. Oui, alors, il faut quand même que je vous dise que le chantier d'insertion, c'est un des services du Palais de la Femme, qui est dans le 11e arrondissement et qui est de la Fondation de l'Armée du Salut. À la base, il a été ouvert en collaboration avec une association qui s'appelle Adage et une association qui s'appelle Les Bâtisseuses. Peut-être certains vous connaissent. Et on travaille auprès de 24 femmes qui sont majoritairement réfugiées. Donc, 50% en tout cas des personnes que nous accompagnons doivent être réfugiées et le reste ou elles-mêmes doivent être éloignées de l'emploi. Ils sont dans la recherche d'un emploi, notamment dans l'éco-construction. Donc, il y a une partie peinture et une partie peinture écologique et une partie enduit en terre crue. Donc, notre mission à nous, c'est de remobiliser les femmes dans le cadre d'une formation théorique et technique, donc de la filière terre crue, de les accompagner vers une certification EGVET pour celles qui font la terre,
et d'entrer du coup sur le marché de l'emploi. Alors, majoritairement, on espère du bâtiment, mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément envie de travailler dans le bâtiment, mais nous les accompagnons quand même sur, en général, 1 an, voire 2, quand elles veulent faire un nouveau cycle, pour sur les métiers de la terre et de peintre. Donc, l'idée, c'est d'accompagner ces salariés à la fois sur ce métier-là et à la fois sur les compétences de base nécessaires à l'accessibilité à l'emploi. Donc, nous avons 2 parcours d'insertion, donc un qui est remobilisant et un qui est préqualifiant. Chacun est à destination de 12 femmes. Donc, là, ce qu'on a choisi de faire cette année, c'est de faire des contrats de 6 mois pour pouvoir à chaque fois réévaluer aussi avec les salariés en insertion leur projet professionnel et leur permettre de quitter le dispositif si elles le souhaitent, si elles trouvent une formation, si elles trouvent un emploi, quelles que soient les raisons. Elles peuvent aussi revenir plus tard si elles le souhaitent parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle un PASS IAE, donc l'insertion par l'activité économique, qui est valable pendant 24 mois. Donc, soit dans notre structure directement ou soit au sein d'autres structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, le parcours remobilisant, il est à destination de femmes qui maîtrisent peu la langue française. Les objectifs sont le suivi d'une formation linguistique en priorité. Donc, tout ce qui est français de base, mathématiques, communication et informatique. À côté de ça, il y a la résolution au maximum de ce qu'on peut faire des problématiques sociales. Donc, nous, les personnes qu'on accueille, elles sont, leur principale difficulté, c'est l'hébergement et c'est l'insertion vers l'emploi. Donc, elle travaille avec Margot sur la définition du projet professionnel. Elle vous en dira 2 mots juste après. Et ensuite, sur ce parcours remobilisant, elles peuvent aller ensuite sur le parcours préqualifiant où elles peuvent refaire ce parcours remobilisant si les savoirs de base ne sont pas encore acquis avant d'accéder à l'emploi. Et du coup, sur le parcours préqualifiant, qui est à destination des femmes qui maîtrisent beaucoup plus la langue française, qui ont un projet professionnel sur les métiers de la construction et de l'éco-construction. Pas uniquement, elles peuvent ne pas avoir ce projet-là, mais en tout cas être intéressées par ce métier. Donc là, elles travaillent beaucoup moins, elles travaillent un petit peu le français et un petit peu les mathématiques en tout début de parcours et ensuite elles sont beaucoup formées. Donc nous, on est là pour les accompagner, mais il y a des porteurs de formation qui sont certifiés Calliope et qui gèrent tout ce qui est portage de formation. Et donc là aussi, donc au-delà de la qualification, c'est aussi la résolution et le travail avec les travailleurs sociaux des problématiques sociales et la suite de parcours vers une formation complémentaire ou vers le métier. Donc l'équipe d'accompagnement là aujourd'hui, donc il y a moi en tant que chef de projet où j'ai pas encore mis ma photo, mais il y a Margot Blanchet donc qui est conseillère en insertion professionnelle, Awania Kate qui est encadrante technique. Et là, on est en phase de recrutement d'un autre encadrant technique pour le cycle préqualifiant et d'un conseiller en insertion professionnelle à mi-temps aussi pour pouvoir accompagner au mieux ces salariés. Est-ce que, Margot, je te laisse parler de l'accompagnement professionnel maintenant? En fait, je ne te vois pas. Oui, je peux. Je suis là. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais juste préciser un petit point. Donc, le principe d'un chantier d'insertion, c'est donc certes de se former sur un métier, mais que avant tout, le principe est de se réinsérer en France. Donc, pour ce faire, chaque femme a son propre projet professionnel
professionnel. Donc, certaines feront le choix donc de continuer dans ce champ-là, ainsi que d'autres feront le choix d'un tout autre métier, donc notamment dans le tertiaire. Donc nous avons pas mal de choix de projets. Et donc, pour ce faire, j'axe mon accompagnement sur 2 points clés. Donc, le premier, ça sera de me faire un accompagnement de groupe. Donc, donc, je me propose soit des ateliers thématiques sur l'insertion professionnelle en France. Des fois, je fais intervenir des acteurs extérieurs et que d'autres fois, je me mets en place des sorties thématiques afin d'aller découvrir des lieux ressources. Et donc, concernant le deuxième point, je me fais un suivi individuel de chaque salarié. Donc, durant ces temps individuels-là, il y a le fait d'apprendre à se connaître, se faire confiance, identifier les problématiques et les freins. Du coup, dans le but sur toute la durée du parcours, de mettre en place un projet professionnel. Et donc, lorsque je parle de projet professionnel, ça peut être soit une sortie en emploi standard, genre CDD ou bien CDI. Voilà. Ça peut être une sortie dans des emplois adaptés tels que l'insertion. Et donc, d'autres femmes partiront plus sur différents types de formations. Donc, elles seront soit qualifiantes, soit diplômantes. Donc, voici le contexte général des choses. Et donc, j'aurais du mal à vous parler de chiffres parce que le chantier d'insertion a pris forme en décembre 2019, donc très peu de temps avant le Covid. Donc, nous n'avons pas eu de chance sur ce point-là. Donc, c'est vrai que je prends beaucoup de temps sur le volet partenarial dans le but d'identifier des acteurs du domaine ou non. Et donc, c'est vrai que notre spécialité est très, très intéressante, mais je me trouve peu de suite de parcours sur Paris pouvant correspondre aux contraintes de nos femmes. Cependant, j'ai pu créer relativement vite un partenariat avec un centre de formation
formation proposant notre thématique nommée Artemisia. Donc, je pense que certains d'entre vous doivent connaître. Donc, je vous conseille d'aller regarder leur site. Donc, je leur fais un petit coup de pub. J'en profite. Parce que c'était à la fin de notre première promotion de femmes en 2020. J'ai donc pu orienter notre première salariée dans ce centre-là. Donc, suite à ça, durant 9 mois, elle a suivi une formation, donc elle était ravie. Voilà. Sinon, c'est vrai comme suite de parcours, je me trouve pas mal d'offres dans le domaine de la peinture, mais bon, ce sont des peintures classiques qui ne sont pas naturelles. Donc, je me trouve que en termes de suite, c'est un petit peu dommage en fait. Parce que le fait de former des femmes, il y a certaines problématiques en plus, comme par exemple la garde d'enfants. Parce que nombreuses de nos salariés sont mères de famille seules. Donc, je me dois, moi, dans mes recherches, de me trouver des offres avec des horaires de bureau comme 9-17 du lundi au vendredi. Donc, du coup, pour faire un métier dans le BTP, les buzzers ne me matchent pas. Donc, il y a ce frein-là que nous n'avons toujours pas résolu en fait. Donc, voici un petit peu les choses. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je peux continuer de dérouler et puis si tu as d'autres choses à ajouter, oui, je ferai un petit signe. Alors, ce qu'elles ont pu faire avant et ce qu'elles continuent à faire, donc il y a des ateliers de sensibilisation et de découverte de l'éco-construction qui sont organisés surtout avec soit Margot, soit Awa, l'encadrement technique, à la fois pour les adultes et pour les enfants. Il y a évidemment l'enduit en terre crue. Donc là, on leur apprend à préparer les chantiers, à avoir les conditions de sécurité. Nous, on apporte évidemment les EPI, les préparations de support, des choses comme ça, pour aller jusqu'à la finalité du chantier. Donc, ce qui est aussi un gros travail un gros apport plutôt de valorisation pour ces femmes. Notamment aussi dans l'enduit décoratif, et puis de créer quelque chose, c'est quand même quelque chose de positif, et on le remarque assez régulièrement. Dans les peintures écologiques, c'est pareil, il y a toute la préparation de chantier, il y a toute la mise en place, voilà. La maçonnerie en terre crue aussi. Alors cette année, elles n'en ont pas pour l'instant, mais en tout cas, elles ont pu faire, j'en ai une petite photo, oui, voilà, juste en dessous, sur la construction en fait en terre, en briques en terre crue et cuite, en briques en terre cuite, pardon. Les peintures sont, tous les matériaux sont biosourcés et sont écologiques.
Donc, on travaille avec des partenaires spécifiques. Là, vous voyez par exemple une fresque qu'elles ont pu faire au sein du Palais de la Femme ou qu'elles peuvent faire ailleurs. Donc, elles apprennent toute la préparation de la terre, la préparation du mortier, du support et ensuite de l'application. Voilà. Et là où on a pu travailler pour l'instant, c'est la ville de Rosny-sous-Bois, Paris Habitat, la ville de Paris, et puis le Palais de la Femme et la ville d'Arpajon. Donc là, à la ville de Rosny-sous-Bois, par exemple, c'est une construction qu'elles ont faite. Alors, effectivement, pas le toit, mais toute la structure en briques, c'est les salariés d'il y a 2 ans qui l'ont fait, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu les réalisations qu'elles ont pu faire au Palais de la Femme. Elles ont fait tous les couloirs en fresque, des parties communes. Là, c'était un studio. Et puis, sur une fabrique, elles ont pu faire sur des murs voilà, des préparations et des fresques et des enduits. Voilà, un petit peu ce que nous faisons. Merci Bien. beaucoup. Je relais les félicitations dans le chat. On vous félicite pour votre travail. Merci. Bravo. Rémi, tu as repéré des questions? J'en ai pas J'ai vu. repéré des questions peut-être sur le... je ne sais pas si ça a été posé dans le chat, mais est-ce que effectivement c'est sur le résultat concret? Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut relayer, nous, les architectes, est-ce qu'on peut vous aider à participer à ce processus? Est-ce qu'il y a des entreprises qui embauchent ces femmes? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut trouver ces entreprises-là? Est-ce qu'on peut vous aider? Voilà, moi, c'est la question que j'aurais envie de vous poser. Je dirais que la première aide serait... Pardon, excusez-moi. On a une conseillère de Rosny, donc Cassia Mariotti, qui est conseillère ordinale, qui nous a raconté un peu l'aventure de Rosny-sous-Bois, et on connaît aussi un peu le travail de Paris Habitat qui vous soutient, je crois. Mais est-ce que nous, on peut aussi, par des entreprises, des prescriptions, comment on peut faire pour vous aider concrètement? Voilà. Je pense que la grande aide déjà, ce serait que les femmes puissent avoir des stages en entreprise. Parce que c'est vrai que ça fait quand même partie de leur formation et d'être en équipe et de participer à des chantiers, c'est top, mais aussi de pouvoir être un petit peu elles-mêmes actrices de leur projet et de pouvoir voir sur d'autres lieux que le nôtre comment ça fonctionne, parce qu'elles sont aussi dans l'insertion. Et du coup, c'est vrai que nous, on a un fonctionnement particulier d'un chantier d'insertion, mais d'aller en stage directement avec d'autres professionnels, je pense que ça, déjà, ce serait quelque chose de très positif pour les salariés. Et aussi, nous, notre double boulot, on va dire, c'est aussi de trouver des chantiers en terre. Donc, on a pas mal de chantiers en peinture. Les chantiers en terre, ils sont un petit peu plus compliqués à trouver. Et c'est vrai que, en fait, si vous voulez, la formation, elles la font globalement de janvier à mars. Et arrivé au mois de novembre, elle passe la certification donc ECVET. Sauf qu'entre mars et novembre, il y a quelques éléments évidemment qui sont oubliés. Donc c'est vrai que la pratique aussi est importante pour elle. Voilà. Alors, j'ai une expérience personnelle, mais avec les peintures Luma. Donc, des peintres qui avaient... j'ai fait un premier chantier récemment avec les peintures. Bon, je ne veux pas faire de pub, mais c'est une très bonne peinture, très couvrante. Et ces peintres très, très expérimentés m'ont dit, mais on ne retravaillera plus jamais avec une peinture conventionnelle. Parce que ces peintures sont vraiment très agréables à travailler, il n'y a pas d'odeur et elles ne sont pas plus chères et elles sont très couvrantes et très agréables à travailler. Voilà. Mais ça fait un peu pub. Je transmettrai à Eric Martin qui sera très content. Voilà. Je vous dis, il est le formateur en peinture qui travaille avec nous. Donc, il sera ravi. Et peut-être si on peut relayer une liste d'entreprises qui travaillent plus particulièrement avec vous en partenariat, n'hésitez pas aussi à
On peut le mettre sur le site du CROAIF, par exemple. D'accord. Okay. Je vous enverrai ça. J'avais moi-même une petite question. Je ne sais pas si vous l'avez précisé, mais pourquoi le choix de la terre crue exclusivement? Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orienté plutôt là-dessus que vers un autre matériau biosourcé ou alors vers d'autres techniques? Les rencontres. Je pense qu'à la base du projet, ça a été surtout des rencontres entre différentes personnes qui avaient envie de travailler ensemble et qui, du coup, dont une était dans la filière terre crue. Et c'est vrai qu'on avait quelques personnes aussi, parce que c'est vrai que le Palais de la Femme est un lieu d'hébergement assez grand. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il y a près de 400 personnes qui sont hébergées. Et du coup, c'était aussi certaines qui avaient envie de travailler la terre et qui avaient envie les femmes réfugiées dans leur pays d'origine. Parfois, il y a aussi la terre qui est travaillée, donc c'était aussi des rappels là-dessus. Et puis dans la construction, donc voilà, le projet s'est lancé comme ça. Est-ce qu'il y a aussi potentiellement l'idée que ces femmes qui sont réfugiées ici, potentiellement, puissent repartir un projet de repartir dans leur pays avec ce savoir-faire finalement qu'elles ont réappris ici pour l'appliquer là-bas? Est-ce qu'il y a déjà eu ça, en fait, finalement, l'espèce de cercle de quelqu'un qui est venu se réfugier en France, qui apprend une technique qui est peut-être ancestrale et potentiellement très pratiquée dans son pays d'origine, mais qui ne l'avait pas appris là-bas, mais qui l'a appris ici et qui a l'idée de potentiellement monter un projet dans son pays d'origine? Est-ce qu'il y a eu cette espèce de boucle, en fait, bouclée? Je ne sais pas. Margot, peut-être tu... Ben, le chantier reste relativement jeune, donc on n'a pas encore eu la chance de voir ce genre d'initiative, mais par contre, le sens inverse est vrai. On a des femmes qui nous ont dit « Ah, mais moi, je sais faire. J'ai vu ça en Afrique, avec ma grand-mère, avec les tantes. » Enfin bon, donc, c'est plus pour l'instant l'inverse. Dans le cadre de marchés publics, vous avez réussi un petit peu dans le cadre de la clause, à être associé ou pas? Pas encore. Pas encore, hein. Là, c'est un des gros projets du coup de cette année, de répondre à des marchés publics, parce que c'est vrai qu'on est quand même s'il y a 24 salariés, c'est peu, et elles sont en insertion. Donc, les horaires peuvent être un peu compliqués. Et c'est vrai que la réponse au marché public, dans les délais qui nous sont donnés et avec les conditions, pour l'instant, en tout cas, moi, que j'ai vues qui sont présentées, c'est pas simple d'y répondre. Mais en tout cas, c'est un des objectifs là, de cette année aussi, c'est d'y répondre effectivement. Donc, votre intervention était c'est à propos. Il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on ne va pas en s'acheminer vers la conclusion, mais est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question en direct, sans passer forcément par le chat avant qu'on se sépare? Alors, attendez, il y a une remarque dans le chat, mais ce n'est pas vraiment une question. Justement, monsieur ou madame, excusez-moi, Noro Ravoavaï, je crois que j'écorche votre nom, je suis vraiment navrée. Hein. Madame, est-ce que vous souhaitez partager votre remarque en direct? Je n'ai pas de réponse, donc je pense que non. Bon, écoutez, je pense s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure. Hein. On est dans les temps, donc c'est très bien. Merci vraiment à nos intervenantes
Voilà, c'était une représentation très féminine ce soir. Je donnais Rémi, hein, mais voilà. Et voilà, de beaux projets. Voilà, enfin, c'est très inspirant. Et du coup, j'espère qu'on vous inspirera encore au prochain rendez-vous, puisqu'on a rendez-vous le 11 avril de mémoire pour faire avec la biodiversité. Rémi, je ne sais pas si tu veux conclure cette soirée. Non, mais je vois qu'il y a encore des discussions sur le chat sur la terre crue. Et évidemment, il y a beaucoup de questions sur pourquoi on ne fait pas plus de terre crue alors que c'est vertueux. Bah, effectivement, pourquoi pas. Donc, on y travaille tous ensemble. Je crois qu'Ecopolis, justement, c'est un peu la raison d'être d'Ecopolis. Il y a le collectif Terre Île-de-France qui vient de se créer avec Frédéric Jonard. Certaines la connaissent ici, évidemment. Elle est très active et Malia et Margot la connaissent sans doute. Donc, c'est en cours. Il y a les règles pro de la terre crue qui sont aussi qui sont en cours de rédaction. Donc, ça permettra de se passer des ATEX. Il y a évidemment, on parle beaucoup de cycloterre, donc qui vient d'ouvrir et qui propose des formations aussi. Alors au sein de la filière terre, c'est aussi en discussion, hein, le cycloterre, puisque c'est presque un peu une petite industrie à l'échelle de la terre, du milieu de la filière terre crue. Mais voilà, ça démarre bien, voilà, avec ces quelques réserves qu'on peut avoir par rapport mais bon, voilà, à une certaine industrie. Mais voilà, il se passe plein de choses. Et puis, je m'arrête là, mais il y aura sûrement d'autres occasions de revenir sur la terre crue, comme la terre, la paille, enfin tous les le chanvre. C'est ça. Mais sur la terre, il y a une dynamique, oui, avec Cycloterre, il y a des choses qui commencent à se passer régionalement. Et je vous ai mis le lien, il y aura fin juin les 8e assises de la construction en terre crue à Sevran. Et du coup, c'est une journée, voire 2 jours, en fait, une partie colloque et une partie visite le lendemain. Donc, c'est quelque chose qui devait se tenir début janvier, mais à cause du Covid, voilà, ça a été décalé au 24 juin. Il me semble que vous pouvez, du coup, toujours vous inscrire et participer à cet événement qui dure 2 jours. Donc, voilà, c'est l'occasion aussi d'en savoir plus et d'avoir plus d'informations là-dessus. Voilà. Merci à toutes, du coup, toutes et tous, parce que c'est chouette d'avoir des gens aussi engagés que Margot et Malia et Erika aussi. Voilà, c'est vraiment, il n'y a plus qu'à faire et à relayer. Alors, je n'ai pas pu copier-coller les adresses du chat vers un autre support, mais je pense sur le site d'Ecopolis et puis sur le site du CROAIF, on pourra peut-être relayer les adresses et puis les contacts. Oui, puisque sauf erreur, vous avez pas forcément de site internet, hein, Terre de Femmes. Je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, on va trouver un moyen de relier. Il est sur le site du Palais de la Femme, en fait, ouais. D'accord, ok. Mais je pense que, est-ce que ça vous va si on les rajoute à notre page internet de l'événement ou est-ce que c'est diffusable? Ok, voilà, parce qu'il y avait quand même vos mails et vos numéros de téléphone, je voulais quand même m'assurer que c'était bon. Écoutez, merci encore et je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous donne rendez-vous le 11 avril. J'espère nombreux encore. Voilà. Merci Rémi. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe et bonne continuation. Merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci et au revoir.